Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants et victimes de guerre. Le devoir de mémoire est dans le principe une obligation morale de se souvenir d'un événement historique, tragique et de ses victimes, afin de faire en sorte qu'un événement de ce type ne se reproduise pas. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour commémorer l'appel du 18 juin. Paradoxalement, il s'agit pour cette fois de se souvenir de la nécessité de reproduire et de toujours réaliser, toujours résister face à toutes les menaces qui viseraient à atteindre notre liberté et notre fraternité. Donc la cérémonie à laquelle nous allons assister comporte maintenant 5 phases. Donc, il y aura l'intervention des élèves de la section internationale britannique du collège Bateau, sous le volet de M. Colin. Ensuite, nous aurons l'appel du 18 juin. Non, pas d'ailleurs, puisque il ne pourra pas le faire, monsieur. Non, il n'est pas d'accord. Nous aurons le chant de ceux du maquis, qui est un chant de résistance. Nous aurons 2 prises de parole, celle de monsieur le maire et celle de monsieur le sous-préfet. Et puis nous aurons l'hommage aux morts avec la Marseillaise, chanté par Théadule. Je vous remercie, monsieur le sous-préfet. Parce que je suis allé à une cérémonie de naturalisation, vous avez fait un beau discours. Et à la fin, vous avez parlé de la Marseillaise. Vous avez dit aux gens qui étaient naturalisés que c'était un chant de guerre et qu'on ne comprenait pas forcément le sens de cette. Et quand on a le 6e et le 7e couplet en particulier, on comprend que c'est plus un chant de guerre et c'est un chant qui appelle à aimer son pays. Donc je l'ai demandé à Théadule qu'elle nous fasse le 1, le 6 et le 7, que tout le monde comprenne finalement. Pas un chant de haine, mais un chant d'amour. Voilà, donc je vais donc laisser la parole aux élèves de la section internationale du collège Bateau, qui vont nous lire un court extrait du discours intitulé The Finest Hour, prononcé par Winston Churchill devant la Chambre des communes le 18 juin 1940. C'est l'écho britannique à l'appel lancé par le général de Gaulle. Je laisse la parole. Nous ne savons pas ce qui va advenir en France si la résistance française se poursuit à la fin en France d'un empire du commerce français. The House will have read the historic declaration in which, as the divide of many continents and of our own hearts, we have proclaimed our willingness at the darkest hour in French history to conclude a union of common citizenship in this struggle. Les membres de la Chambre de communes n'auront pas manqué de lire la déclaration par laquelle, suivant le désir exprimé par de nombreux Français et conformément à nos propres sentiments, nous avons proclamé notre volonté, dans ces heures très sombres de l'histoire de France, de conclure une union basée sur une citoyenneté commune dans ce monde. However, matters may go in France or with the French government or other French governments. We in this island and in the British Empire will never lose our sense of comradeship with the French people. Quoi qu'il arrive en France, avec le gouvernement français ou tout autre gouvernement français qui viendrait à se mettre en place, nous, dans cette île et dans l'Empire britannique, nous ne perdrons jamais le sens de la camaraderie avec le peuple français. If we are now called upon to endure what they have been suffering, we shall emulate their courage. And if finally victory rewrites our cold station, share the gain. Aye, and freedom shall be restored to all. Si nous sommes maintenant appelés à endurer les souffrances que viennent de connaître les Français, nous prendrons pour modèle leur courage, et si une victoire récompense nos efforts, nous en partagerons avec eux les bénéfices, et alors oui, la liberté sera restaurée pour tous. On est ici pour vous applaudir aussi avec les couleurs. Parce que M. Bonannery est un fidèle devant l'éternel, c'est-à-dire qu'à chaque commémoration il est là, il trouve un texte, il a gagné encore un prix dans le bulle de mémoire. Il fait un travail sur des genres de mémoire au collège Bateau qui est exceptionnel, et que vous trouvez sur la police. Et pour la petite histoire, c'est un Écossais.
avant la discussion, je vais quand même le dire, parce que ça explique un peu l'essentiel de ce discours. En guerre contre l'Allemagne nazie depuis septembre 1939, l'armée française ne parvient pas à faire face à partir du 10 mai 40 à l'offensive éclair de Charlie. Le colonel de Gaulle, qui cherche depuis plusieurs années à sensibiliser les militaires et politiques à la nécessité de moderniser l'armée, en utilisant notamment la combinaison de l'aviation et des chars, s'est illustré à la tête de la 4e division cuirassée, en contenant notamment les Allemands à Abbeville le 27 et 30 mai 1940. Et de l'autre côté, Guderian a convaincu ses politiques, il a pu mettre en œuvre ce qu'on appelle la Blitzkrieg. À 49 ans, Charles de Gaulle, tout juste nommé général de brigade à titre temporaire, entre le 5 juin dans le gouvernement présidé par Paul Reynaud au poste de sous-secrétaire d'État de la Défense nationale et à la guerre. La situation en France est d'ailleurs critique. Des millions de civils fuient face à la débâcle militaire et l'avancée des troupes allemandes défile à Paris le 14 juin. Le gouvernement français s'est installé à Bordeaux et le général de Gaulle est envoyé le 16 juin en mission à Londres pour demander au Premier ministre britannique des renforts maritimes et aériens. Alors que Winston Churchill accepte le principe d'une union franco-britannique, de Gaulle apprend à son retour à Bordeaux la démission du président du Conseil, Paul Reynaud, remplacé par le maréchal Pétain. Le vainqueur de Verdun, très populaire auprès des Français, s'apprête à négocier les conditions d'un armistice avec l'Allemagne. Refusant la défaite, de Gaulle retourne à Londres dès le 17 juin pour poursuivre le combat. Grâce à l'appui de Winston Churchill, le général de Gaulle est autorisé à intervenir sur les ondes de la radio britannique, la BBC. Le 18 juin au soir, il s'adresse à la population française et lance un appel à poursuivre le combat, aujourd'hui considéré comme l'acte fondateur de la France libre. Ce premier appel bénéficie d'une faible audience en métropole et peu de journaux pour transcrire des paroles d'un général dont le visage reste inconnu du public. Le général de Gaulle réitère son appel à plusieurs reprises en juin 40 et constitue, avec le soutien des Britanniques, une organisation de résistance extérieure, la France libre. Dès l'été 40, des milliers de volontaires rejoignent les rangs des forces françaises libres qui poursuivent le combat contre le nazisme aux côtés des alliés. L'appel du 10 juin, célébré chaque année depuis 1941, est devenu un symbole de refus de la défaite et des conséquences dramatiques de l'armistice. Alors, au lieu d'écouter le discours du général de Gaulle, on va écouter un chant qui s'appelle Ceux du Maquis. Ceux du Maquis, c'est une chanson de la résistance composée par Maurice Van Oestrès et Francis Chagrin. Elle était le chant de l'émission Les Français parlent aux Français. La partition de cette chanson était quelquefois envoyée par les avions de la Royal Air Force sur le territoire français. Les paroles évoquent les jeunes réfractaires au STO, c'est du travail obligatoire, et ont décidé de rejoindre la résistance française contre l'occupation allemande. Ah, le Christ. Ah, c'est pour le... Faites la capella. Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la viande, défiant le rude esclavage, bravant la balle, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Ils ont bravé tous les périls dans leur âpre lutte secrète, sans souliers, sans pain, sans fusil, descendant de leur retraite, souffrant et luttant jour et nuit, nos amis du maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant le
maquis, ceux de la résistance, ce sont les vraies filles, c'est l'armée de la France. Contre nazis et miliciens, sans discours et sans bravade, se battant dur, se battant bien, des forêts aux barricades. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Merci. Là, c'est pour Mario. Ouais, moi aussi, mais je pensais que... Monsieur le sous-préfet, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs les élus, chers nos Jean-Paises, chers nos Jean. Le 18 juin 1940, alors que beaucoup considéraient la défaite comme inévitable, le général de Gaulle posait une question qui traverse le temps. La défaite est-elle définitive? Et il répondait non. Ce non est peut-être l'un des plus importants de notre histoire. Car ce jour-là, il ne s'agissait pas seulement de poursuivre un combat militaire, il s'agissait de refuser la résignation, refuser l'idée que les événements décident seuls de notre destin, refuser cette petite voix qui murmure qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il faut accepter l'inacceptable, qu'il n'existe pas d'autre chemin. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? Et là encore, sa réponse était sans appel. Non. Cette espérance n'était pas une illusion, elle était une volonté. La volonté de croire que l'avenir pouvait être différent du présent. La volonté de continuer à agir alors que même tout semblait perdu. Cette leçon résonne particulièrement ici à Nogent-sur-Marne. Car notre ville est traversée par la Marne, une rivière qui nous enseigne tous les jours elle aussi qu'il ne faut pas confondre un obstacle avec une fin. La Marne avance, elle contourne, elle poursuit sa route, elle ne remonte jamais à son mouvement. Comme les peuples, comme les villes, elle ne se résigne pas. Et il existe un autre lien, plus discret cette fois-ci, mais profondément émouvant, entre l'appel du 18 juin et notre commune. Le texte que nous commémorons aujourd'hui fut dactylographié à Londres par Elisabeth de Miribel. Cette femme de courage, engagée dès les premières heures auprès du général de Gaulle, a ensuite choisi une vie de foi et de service. Et c'est ici, justement, au Carmel de Nogent-sur-Marne, qu'elle a vécu quelques années de son existence. C'est dans ce lieu particulièrement, dont le parc vient justement d'être ouvert très récemment pour les Nogentais, que l'histoire nationale rejoint notre histoire locale. J'aime à penser que cette femme, qui participa sans le savoir à écrire l'une des pages fondatrices de la résistance française, a trouvé ici, dans notre ville, un lieu de paix, de réflexion et d'espérance. Certainement car ensuite elle est repartie vers d'importantes fonctions diplomatiques. Son parcours nous rappelle une vérité simple. L'histoire n'est pas seulement faite par les grands personnages, elle est aussi écrite par celles et ceux qui, à leur place, décident de ne pas céder au découragement. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra jamais, déclarait le général de Gaulle. Cette flamme n'est pas seulement celle du souvenir, c'est celle qui nous invite aujourd'hui encore à ne jamais considérer que tout est joué d'avance, à ne jamais accepter le fatalisme. Le fatalisme où on dit toujours « oh, on a toujours fait ainsi », à ne jamais croire qu'il est impossible de faire autrement, à conserver l'audace de l'engagement, l'esprit d'initiative et la confiance dans l'avenir. Car la plus belle fidélité à l'esprit du 18 juin n'est pas de regarder le passé avec nostalgie, c'est de continuer, chacun à notre place, à croire qu'aucun destin n'est définitivement écrit
lorsque demeurent le courage, la volonté et l'espérance. Vive la République, vive la France. Maintenant, la parole à M. Sébastien Vers, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, qui va nous lire le message de Mme Alice Urchaud, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants. Le message de la ministre déléguée. Le 18 juin 1940 au soir, sur les ondes de la BBC, un général de brigade à titre temporaire, sous-secrétaire d'État, prenait la parole pour refuser l'abandon que d'autres s'apprêtaient à accepter. Il était seul, il n'avait ni armée, ni territoire, ni ressources. Il s'apparaissait à lui-même, écrira-t-il plus tard, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendrait franchir à la nage. Et pourtant, dans cette voie qui montait de l'ombre vers une France où descendait la nuit, il y avait tout le réveil à venir. À travers cet homme seul, la France refusait de mourir. La veille, le 17 juin, un commerçant de Brive-la-Gaillarde, Edmond Michelet, diffusait clandestinement un tract reprenant les mots de Charles Péguy pour rappeler la France à sa vocation de liberté. Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend. Quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quel que soit son parti, il est l'héritier de celle qui fit lever le siège d'Orléans. Ce fut l'un des tout premiers actes de la résistance sur notre sol. Le 10 mai 1942, à Londres, le général de Gaulle lui-même évoquerait la fille de Lorraine, sans pouvoir ni prestige. Si la France trouva en elle-même, il y a 500 ans, à l'appel de Jeanne d'Arc, la flamme nécessaire à son salut, elle peut aujourd'hui retrouver la même flamme. Un mois plus tard, donc en juin 1942, dans le désert libyen, cette flamme ressurgissait. À Bir Hakeim, la première brigade française libre tenait tête 15 jours durant aux forces de l'Axe. Sous les ordres du général Koenig, combattaient côte à côte légionnaires européens, tirailleurs d'Afrique, volontaires du Pacifique et compagnons de la libération. Avec eux se trouvait aussi une Britannique, Suzanne Travers. Dans la nuit du 10 au 11 juin, conductrice du général, elle mena sous le feu la percée qui devait déjouer l'encerclement. Ni sa naissance, ni sa condition, ni sa place ne l'y prédestinaient. Elle n'avait rien demandé pour elle-même, elle ouvrit la voie. Quand à Bir Hakeim, un rayon de sa gloire renaissante est venu caresser le front sanglant de ses soldats, dira le général de Gaulle, le monde a reconnu la France. De nouveau, la force de la France se révélait là où sa faiblesse avait semblé la plus grande. La France libre n'était plus seulement une voix dans la nuit, elle était devenue la preuve que la France n'avait jamais cessé d'être elle-même. Ceux qui avaient répondu à l'appel lui donnaient un visage universel. Parmi eux, Joseph Kessel, né en Argentine, auteur du Chant des partisans. Joséphine Baker, enfant de Saint-Louis du Missouri, devenue héroïne du renseignement. Félix Eboué, petit-fils d'esclave et gouverneur du Tchad, qui offrit à la France libre son premier point d'appui. Car le sens de leur combat dépassait le territoire national. Dès 1941, à Oxford, De Gaulle rappelait l'enjeu profond de ce conflit. Sauver l'ordre du monde, tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun soient garanties, et assurer en définitive le triomphe de l'esprit sur la matière. À l'heure où le monde est à nouveau travaillé par la tentation de la force brute, l'appel du 18 juin nous élève à la hauteur d'une exigence. Notre peuple n'est jamais aussi grand que lorsqu'il refuse la défaite de l'esprit et se donne les moyens de défendre sa liberté. Cette exigence, le général l'avait rappelée quelques jours après son premier appel. Il s'adressait aux Français le 24 juin 1940 en ces termes. La France est comme un boxeur qu'un coup terrible a terrassé. Elle gît à terre. Mais elle sait, elle sent qu'elle vit toujours d'une pluie profonde et forte. Elle sait, elle sent que l'affaire n'est pas finie, que la cause n'est pas entendue. Il faut qu'il y ait un soleil. Il faut qu'il y ait une espérance. Il faut que quelque part brille et brûle la flamme de la résistance française. Un jour, je vous le promets, nous serons ensemble l'armée qui rendra la liberté au monde et la grandeur à la patrie. Sur la croix de Lorraine, du mémorial où reposent des combattants du maquis de Charente, qui avaient choisi le nom de Bir Hakeim, sont gravés ces mots: pour la liberté et la grandeur de la patrie. Il résume ce que fut l'esprit du 18 juin. La conviction que rien n'est jamais perdu.
tant qu'il existe des femmes et des hommes pour refuser en leur âme de s'estimer vaincus. La foi qui demeure en chacun une part irréductible que la force ne peut ni contraindre ni détruire. La fidélité à ce que le général de Gaulle appelait le pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Vive la liberté, vive la République, vive la France. Maintenant, nous allons rendre hommage aux morts. On va pas tous se dire aux morts, mais drapeau, au relevé.
avons rempli la mission et nous avons commémoré l'appel du 10 juin à Milan. Avant, on disait entraînement difficile, guerre facile, on est prêt à faire pire. Donc, écoutez, on va tous se remercier. Voilà.